Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Mon invité cette semaine, Dr Richard Laplante. Je connais Richard depuis une trentaine d'années. Il a d'abord été mon résident senior, puis mon collègue à Drummondville. Au cours de l'entretien, nous revoyons sa carrière chirurgicale, qui entrecroise la mienne à plusieurs égards. Et dans la deuxième partie, nous discutons de la maladie dont il est atteint, la fibrose kystique du pancréas. Cet entretien vous permettra de découvrir plusieurs facettes de la personnalité de Richard et de réaliser qu'il est possible de mener une vie pleine et entière tout en souffrant d'une maladie chronique. Bonne écoute. Dr Laplante. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Hey, merci Richard. Ça fait plaisir. Merci d'avoir pensé et de m'inviter. On est à l'auberge Saint-Antoine à Québec, la journée de congrès, donc on joint l'utile à l'agréable. Excellent. Richard, pourquoi la chirurgie générale? C'est une bonne question, mais premièrement, je visais pas ça nécessairement quand j'étais jeune, mais compte tenu qu'on est un étudiant performant, la première chose qu'on se fait dire, c'est toujours « Ah, tu vas être bon, médecine, avocat, actuaire ». Le modèle un peu classique, là. Ah ouais. Et de fil en aiguille en sciences santé ou en, je pense dans le temps, je pense à sciences pures et finalement sciences santé, puis tout le monde, la médecine, mais c'est quelque chose que près des gens, ça j'aime ça. Et puis, faire du bien aux gens, ça me rejoint, là, c'est beaucoup dans mes valeurs. Fait que, en médecine, je me suis bien identifié comme ça parce que cette approche-là, vis-à-vis des gens, vis-à-vis de l'humain, rendre service, faire du bien aux gens. Puis, de fil en aiguille, je suis un gars aussi un peu manuel, j'aime ça. Puis, tranquillement, pas vite, me diriger vers la chirurgie générale. Puis, des fois, il y a des gens qui nous influencent en cours de parcours, ne serait-ce que... je pense que j'ai eu la chance de faire mon externat comme à l'Enfant Jésus. Okay. L'avantage de l'Enfant Jésus, il n'y avait pas toute la grosse structure pyramidale du résident senior, junior, externe. Puis, comme pour la chirurgie, rapidement, tu es au front pour dire quelque chose. Puis, si c'est quelqu'un qui est fonceur, qui est confiant, puis tu performes bien, on te donne de plus en plus de tâches, d'autonomie. Puis j'avais la chance, comme au bloc opératoire, à un moment donné, d'être comme premier assistant. Puis, wow, je trouvais ça vraiment intéressant. Mm-hmm. Puis c'est là que ça m'a amené, effectivement, entre autres, vers la chirurgie générale. Là. Toi, tu as gradué en 94? Oui, exactement. C'est la première fois que je t'ai vu, parce que tu parlais de l'Enfant Jésus et de son contexte ou un concept un peu plus libéral, mais la première fois que je t'ai vu, c'était à Saint-Sacrement, dans l'autre structure, oui. La grosse structure pyramidale. Et la toute première fois que je t'ai vu, moi j'étais externe en 90, l'été, je pense, ou en tout cas, moi c'est ma première année d'externat. J'ai encore le souvenir qu'on fait la tournée avec Dr Henri-Paul Noël. Puis peut-être que parce que tu arrivais de l'Enfant Jésus, tu étais plus relax un peu. On va voir un malade, là, la tournée d'enseignement, puis tu avais mis le pied quasiment sur le lit. Du patient. C'est comme pour être confortable. Henri-Paul t'avait regardé. Il était pas très content. Bref. Oui, parce que même dans mon parcours, j'ai toujours un peu dévié. Tu sais, en R1, R2, je les ai faites comme à l'hôpital Laval, parce qu'il n'y avait pas de résidence senior. Okay. Et je trouvais intéressant parce que
j'aimais avoir les défis, j'aimais avoir les responsabilités, j'aimais avoir cette autonomie-là OK. qui me donne pas toujours avoir la structure et Ben oui. d'énormes contraintes. Là. Mais c'est ça. Mais je me rappelle à l'époque, moi, la structure de Saint-Sacrement et la lourdeur du travail à l'époque, dans les années 90, dans cet hôpital-là, c'était épouvantable. À tel point, j'ai failli ne pas aller en chirurgie à cause de ça. Vous sortiez là tous les soirs à 22 heures. Mais il y avait tournées de carton mais il y avait beaucoup de manque. Il y avait beaucoup de problèmes d'organisation, je pense, et de structure. Puis il y avait à un moment donné de la perte de temps. Mais tu sais, aujourd'hui, la chirurgie du jour a révolutionné un peu, mais nous, dans le temps, on admettait tout. Les hernies inguinales étaient gardées 7 jours. Puis, on amenait les vésicules la veille, on amenait le sein les la veille. Le dimanche. Puis, oui, c'est ça. C'était... À partir de... Tu faisais la tournée, puis à partir de midi, 1h, là, c'était les entrées, les admissions qui pouvaient être quasiment d'une dizaine parfois d'admissions par jour. Tu avais tout fait ça. Les consultes. Puis là, des fois, tu étais content parce qu'à 3h30, 4h, 4h30, tu avais fini les choses. Là, il fallait t'attendre le senior, entre autres, particulièrement. Là, il y avait un gars coincé en salle d'opération pour un anévrisme de la aorte, puis qui sortait à 6h30, 7h. Là, on prenait tout. Ah non, c'est comme des fois, à un moment donné, il y avait un peu de redondance. Moi, je me dis, je ne ferais pas ça, c'est sûr. Ce qui fait que j'ai à peine... je n'ai fait aucun stage de chirurgie générale à toute fin pratique à Saint-Sacrement. Je n'ai pas fait de chirurgie générale à Saint-Sacrement à cause de ça. Je me disais... il faut sortir de l'hôpital. J'ai pris mon R5 un peu à Saint-François d'Assise. C'était parce difficile. qu'à un moment donné, je voulais essayer de changer aussi un peu. Mais les structures ont changé. Tu sais, Jean-Pierre, on allait porter des externes ou des résidents juniors. On allait porter... Il fallait sortir la fameuse filmothèque, sortir les films. T'avais une dame qui nous regardait tout le temps avec les yeux, tu sais, révulsés, on voulait en dire encore, tu sais. Là, on se rejoignait là, sortir tous les films. C'était long. Aujourd'hui, avec les synapses et compagnie, ça simplifie un peu les affaires. Puis ensuite, le choix de Drummondville, j'ai le souvenir, c'était à cause du docteur Girard, ça, qui avait fait une visite des centres en difficulté. Ben moi, je m'orientais vers le Jeffrey Hale. OK. Fait que c'était là, initialement, mon entrée vers le Jeffrey Hale. Mais il est arrivé en 1994 avec Lucien Bouchard, assainissement des finances, puis la commission Jean Rochon. OK. Et ensuite de ça, à Québec, on fermait 3 milieux. Le Jeffrey Hale, Christa Roy et puis Chauveau. OK. Fait qu'on fermait Donc, on était éventuellement relocalisé vers Saint-Sacrement. Puis justement, c'était pas mes meilleurs amis. Mais c'est des bonnes personnes à Saint-Sacrement. Oui, je pense. C'est la structure. C'est la structure qui était... Puis, orienté beaucoup vers le sein. Et aujourd'hui, puis bravo, là, c'est un centre extraordinaire pour dire quelque chose, j'ai rien contre. Mais j'étais en chirurgie générale pour garder ce que j'aimais beaucoup, c'est de garder ma polyvalence. C'est ce que j'aimais, d'être polyvalent, traiter du poupon jusqu'à l'âge, je dis nos aînés, l'âge de la gériatrie, puis les diverses pathologies, que ce soit inflammatoires, infectieuses et autres. Donc, je voulais conserver cette polyvalence-là. Et puis, tranquillement, pas vite, mais j'avais une conjointe qui était médecine interne endocrinologue. Elle était de Victo, fait que tranquillement, pas vite de regarder vers Victo. Il y avait Rimouski beaucoup, avec un très bon ami, Régent Saint-Georges, là, que j'appréciais beaucoup. Rimouski avait sa place. Donc, j'ai commencé mes premières semaines, premiers mois du côté de Rimouski. OK, parce que j'ai commencé fin septembre, le temps d'avoir mes privilèges. Examens, tout ça. Fait que, mais bref, ma conjointe était vers Victo, de regarder effectivement du côté de Victo, parce que ma conjointe connaissait le milieu. Elle disait, c'est le fun. Il y avait un gars, Michel Lagagnère, aussi, un gars que je respectais beaucoup, que j'aimais bien, à Victo. Puis, là, de fil en aiguille, Drummond n'allait pas bien pantoute. Zéro. Il me semble que ça s'appelle... il me semble que ça aussi, il y a eu un comité, il me semble que c'est Parents, c'est mon nom, mais peut-être que j'échappe, auquel faisait partie, effectivement, Jean-François Girard. Pour, en fait, faire une étude, de publier un rapport pour redresser cet hôpital-là, parce que ça n'allait pas bien. On était au seuil de la tutelle, là, si je pourrais m'exprimer ici. Puis là, Jean-François Girard m'avait dit, écoute, puis Steve arrivait dans ce temps-là, puis il dit, écoute,
il y a un défi, il y a un potentiel, il est là, mais il y a un bon défi. Mais justement, ça peut être intéressant de restructurer ça puis de mettre ça un peu à votre main, puis selon votre vision, parce qu'il y a de l'ouverture de la part, dans le temps, c'était les agences là, versus le ministère pour essayer de remettre cet hôpital-là un peu à niveau. Là. Fait que, comme ça, de fil en aiguille, c'est là que j'ai abouti à Drummond. L'autre chose, si j'étais boursier, moi, j'avais pris éventuellement aussi une bourse qui demandait à être relocalisé dans des milieux parce que le défi aussi d'aller dans les milieux éloignés pouvait aussi être intéressant dans les premières années. Puis finalement, j'avais ici, je dis, écoute, je vais à Drummond à la condition que vous pouviez octroyer que finalement, Drummond... C'est une bourse non remboursable à ce moment-là. Ça. Donc, le GFRL t'aurait coûté un petit montant. 250 000, il me semble. Quand même. Sur le contrat, ça marquait c'était marqué pas un 200, quart de million. Un quart de million. Ouais, c'était punché. Ouais, et finalement, moi, je suis allé à Drummondville aussi pour des raisons aussi parce que tu m'avais appelé finalement. Mais il me semble qu'à l'époque, il y avait moins de stress pour se trouver des places pour travailler. Parce qu'aujourd'hui, les résidents qui finissent sont anxieux. Moi, le souvenir que j'ai là, à l'hiver de ma dernière... Je pense que tu m'avais appelé comme 6 mois avant pour dire, tu sais, qu'est-ce que tu fais en juillet? Puis je me rappelle très bien, j'avais dit, j'ai aucune idée. Puis là, tu m'avais dit, veux-tu venir à Drummondville? Correct. Puis là, j'avais dit à Martine, est-ce qu'on va à Drummond? Oui. Mais c'est parce que Jean-Pierre aussi, t'es arrivé la débandade. Mais je pense que tu manifestais peut-être déjà un intérêt dans le milieu universitaire, milieu d'enseignement. Oui, mais sans avoir eu d'offre, là, tu sais, donc... En l'espace de quelques mois, 1 an ou 2... tout est déboulé. Là, ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, tu disais, écoute, on se ramassait 3, Steve, le docteur Savoie, puis moi, là, tu sais, tu vas dire, wow, nous, pendant presque plus d'1 an, là, on étions à 3, mais 2, parce que le docteur Savoie, tu sais un peu son profil. Là, on a dit, vite, il faut se revirer de bord puis recruter. Actuellement, en 2022, ta pratique en chirurgie générale, c'est quoi, à Drummond? Bien, ça s'est modifié beaucoup. Ouais. Mais par un paquet de conjonctures, ne serait-ce que, je pense, le profil maintenant de la chirurgie générale. Tu sais, Jean-Pierre, quand tu es arrivé, mais ne serait-ce que, tu sais, on faisait de la pédiatrie, là, tu sais. Chez nous, on faisait nos sténoses. Nos sténoses du pilar. On faisait nos sténoses du pilar. C'est en inguinal, même chez l'enfant maintenant, chose qui ne se fait plus. Sauf qu'il arrive même en extrême urgence là, maintenant. Puis on a la chance, il y a Dr Chapdelaine qui a une formation en chirurgie pédiatrie, mais elle n'en fait pas non plus tant que ça, effectivement, parce que du côté des anesthésistes aussi, en bas de 2 ans, à moins d'une condition X, ils les endorment plus, il faut que ça soit transféré dans des milieux tertiaires. Puis à un moment donné, le profil change parce que ne peut plus faire d'œsophage, ne peut plus faire des pathobiliaires, ne peut plus faire des poumons, des rectums, ne peut plus faire de poumons. Donc, le profil a changé énormément. Mais écoute, je ne sais trop. Comme je dis, par la conjoncture, on dirait que même, je trouve, l'association, c'est pas tant battu que ça pour essayer de conserver cette magnifique polyvalence. Là. Même à la limite, j'aurais voulu faire de la vasculaire. On pouvait faire, même au début à Drummond, on avait il y avait un gars il y avait un radiologiste qui faisait la vasculaire. On aurait pu, là, c'était un milieu là, qui c'était. Tout était ouvert, tout était offert, puis en fonction de ce que tes intérêts, tes goûts, puis ce que tu voulais faire. Mais aujourd'hui, fait que on a restreint beaucoup les choses. Là, comme je dis, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Là, parce que, écoute, la littérature est là, on maintient l'expertise. Mais je pense pour le mieux des gens aussi. Là, je le reconnais aussi. Je pense qu'en bout de ligne, je dis que les gens vont être très bien servis, mais c'est simplement pour dire que the sky is the limit. Là. À Drummond, tu peux faire ce que tu avais le goût de faire. Là. Puis aujourd'hui, c'est donc plus de la chirurgie générale avec bariatrique, beaucoup de chirurgie bariatrique. Oui, on a pris une orientation bariatrique. Mais écoute, on est rendu 7. Jean-Pierre, sérieusement, si tu veux nourrir 7 chirurgiens à Drummondville, il faut que tu aies ce volet bariatrique-là, parce que sinon... on fait le pain et le beurre, là, comme on dit, on fait l'urgence, on fait hernie, vésicule, un peu de résection colique, mais la résection colique,
moi, ce que je vois, ne serait-ce que dans le temps, on faisait quasiment 1 à 2 résections par semaine. Mhm. Mais la maladie diverticulaire aussi, la chirurgie pour la maladie diverticulaire. Pour la maladie bénigne, là, c'est ça. La maladie bénigne, je pense que c'est mieux précisé un peu. Tu sais, dans le temps, en bas de 50 ans, une diverticulite, t'opérais. En haut de 2 crises, en haut de 50, on opérait. Aujourd'hui, c'est plus ça. Je pense que le programme de dépistage aussi, en tout cas, nous, à Drummond, c'est un gros impact. On fait beaucoup moins de cancers. Même tu te poses la question, quand c'est rendu qu'on est... Donc, tu dilues à 7. Quand c'est rendu que tu fais peut-être entre 5 et 7 résections coliques pour cancer, tu te demandes si je suis encore... Est-ce que tout le monde devrait en faire, c'est ça? Est-ce que je suis le bon joueur? Est-ce que tout le monde devrait en faire? Les rectums moyens et bas, bien, comme la grande tendance, on les réfère. Entre autres, on les réfère chez vous à Saint-François-d'Assise parce qu'on a un service incroyable. C'est simple, c'est facile. Un texto, un téléphone, puis un fax, puis tout de suite que tu sais, c'est pris en charge. Ben voilà, on est rendu un peu d'urgence. L'urgence, quand même, nous entretient pas mal. On a tout le temps nos 2-3 petits cas par jour. Puis la bariatrique, effectivement, on a un gros volet. On a quand même un beau gros volet. Il y en a qui ne font quasiment que ça. Là, il y en a 2-3 chez nous. Dans votre groupe, ah oui? Ils ne font presque, je dirais... les autres cas, parce que souvent, ils les attrapent parce qu'ils sont de garde, puis un téléphone. OK. Sinon, dans leur électif, probablement 80-90% de leur électif, c'est la bariatrique. Là. C'est drôle parce que tu parlais tout à l'heure de la fermeture des hôpitaux communautaires à Québec. Puis, ça m'amène à 2 réflexions. La première, c'est qu'à Québec, actuellement, il n'y a pas d'hôpital communautaire. OK. Moi, j'ai toujours pensé, je pense de plus en plus que c'est un problème parce que tu te retrouves à offrir dans une structure lourde comme le CHU de Québec des soins de base. Un patient qui a une hernie inguinale a-t-il vraiment besoin de passer par la même structure d'admission que le patient qui a un cancer du rectum? Dans un petit hôpital, une hernie inguinale, l'infirmière qui te voit clinique externe, c'est l'infirmière du pré-op. Puis dans bien des cas, c'est l'infirmière de la salle d'op aussi. Dans le CHU de Québec, ça passe dans le même tordeur où le patient... Il y a beaucoup de lourdeur associée à ça. Puis l'autre chose... C'est un peu l'idée du ministre Dubé, justement, d'essayer de faire genre d'hôpital un peu privé là, pour justement... à long terme? Peut-être. Peut-être, j'aurais dit même à moyen terme. Là, moi, je me demande à Québec, mais c'est pas le but du balado, mais parfois, je me questionne s'il n'y aurait pas lieu de peut-être sortir un des 5 hôpitaux du giron universitaire, de réouvrir un hôpital communautaire. Puis donner ce genre de vocation-là. Peut-être comme à Montréal, Notre-Dame, pour dire quelque chose, là, qui est redevenu un hôpital communautaire. Parce qu'il y a 2 enjeux dans ce que tu disais tout à l'heure, la centralisation des soins en oncologie, je pense que c'est pour le bien du patient, mais il y a un bénéfice à centraliser la maladie bénigne aussi. Puis au même titre que c'est bien de faire un cancer du rectum par un gars qui en fait 50 par année, est-ce que cette personne-là devrait faire 5 hernies inguinales dans l'année? Oui, c'est ça. Peut-être pas. Exactement. Comme vous êtes des spécialistes à Drummondville, notamment dans la hernie inguinale par approche laparoscopique. Exactement. Vous avez une expertise une qualité de pratique de calibre mondial. Là, donc, je serais peut-être tenté d'aller à Drummondville, moi, si j'avais une hernie inguinale. Tu comprends? Très bien. Et non pas dans un centre tertiaire de chirurgie patho-biliaire. Oui, je comprends très bien. On pourra en débattre. Mais c'est sûr que la pratique, pour revenir à la question de la pratique, c'est modifié. Puis aujourd'hui, mon profil aujourd'hui, répond un peu aux exigences qu'on nous demande ou ce qu'on nous a restreint. Oui, mais c'est des ajustements qui se font lentement, puis au bout... Mais des fois, ça me fait rire parce que je regarde la formation des résidents où quand ils finissent, faut quasiment qu'ils sachent tout incluant les tenants et aboutissants d'une pancréatectomie, d'une résection antérieure très basse, etc. Puis ensuite de ça, tu arrives, tu es formé, tu es diplômé, mais quand tu arrives dans ton milieu, là, tu t'aperçois qu'il y a des contraintes associées avec différents paliers, là, ton milieu, tes associations, au ministère. Là, tu vas dire, oui, mais là, moi, on m'a formé comme chirurgien général, on m'a questionné, on m'a examiné, évalué, diplômé, etc. Mais parfait, je suis prêt. Là, quand tu arrives dans ton milieu, tu dis non. c'est pas comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Effectivement.
Dis-moi, si tu n'étais pas chirurgien aujourd'hui, tu ferais quoi? J'aurais dit, initialement, je me dirigeais vers les loisirs. Moi, mon plan B, c'était... j'aime beaucoup le plein air. Comme je dis, ma vie, c'est dehors. C'est probablement ce qui m'a aidé probablement dans ma maladie. Va dehors, ça va te faire tousser, ça va te faire cracher, ça va te faire dégager, puis ça va maintenir ta forme, ça va maintenir masse musculaire et autres. Donc, je me dirigeais vers mais j'aime beaucoup, j'ai encore un cœur d'enfant, j'étais un peu... Des fois, ils me disent, t'es comme un enfant, mais j'aime ça, m'amuser, avoir du plaisir. Donc, je me dirigeais vers des loisirs pour être... Mais il y avait un bac à loisirs à Trois-Rivières, c'est ça qui m'intéressait. Être directeur d'un camp de vacances, d'un centre plein air, d'un parc X. Là, OK. C'est ça que... Mais comme je dis, ben non, t'es bien trop bon, tu devrais aller avocat, médecin, puis voilà, c'est... OK. Sinon, aujourd'hui, c'est ça, en l'entrepreneuriat m'aurait probablement intéressé. Okay. D'ailleurs, ça fait un peu en farce. Je dis un jour, je vais l'avoir, mon Tim Hortons. C'est un peu comme en farce, mais je me dis, c'est un volet qui m'intéresserait. Tim Hortons, aujourd'hui, peut-être pas le bon modèle, par contre. Ouais. Ils sont tous fermés. Mais comme je dis en blague, le Tim Hortons. D'ailleurs, il me semble, j'ai une résidence au lac Beauport, à côté du Irving. Il y a un local libre. Je me dis toujours... Il me semble que ça serait un bon spot après avoir été... Bien que les couche-tard offrent leur café aussi, mais bref, mais c'est drôle, le l'entrepreneuriat, moralement... Le café, c'est drôle. À un moment donné, j'ai écouté une émission de voiture, puis le type est là avec une Porsche 959. C'est un véhicule qui vaut comme 1,5 million de dollars, disons. Là, puis l'animateur là, demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie là, pour une voiture comme ça? Il dit, je vends du café. Puis là, le gars, il dit du café, tu sais. Fait qu'il me semble. Il dit écoute, le gars dit écoute, le café, ça coûte pas très cher, mais il y a beaucoup de gens qui boivent du café. Non, t'achètes pas ça. Ouais, ça coûte pas cher à acheter la petite poche de café versus tout ce que ça te donne comme. Exactement. Comme produit final. Exactement. As-tu une devise, un mantra? Oui, justement, on soupait avec la famille, puis je me montrais tes questions? Mon mantra, ma devise, c'est « Tout le monde a le droit au bonheur ». OK. Ça, c'est une de mes devises. Puis, si les gens, des fois, se posent la question « Je devrais faire ça, je devrais-tu faire ci, je devrais-tu m'acheter ça? » Écoute, regarde, si c'est pour te rendre heureux, puis t'es bien avec ça, vas-y, fonce. C'est comme je dis, moi, dans ma tête, tout le monde a le droit au bonheur. Tout le monde a le droit à son bonheur. Le plus beau souvenir de ta carrière chirurgicale? Écoute, j'ai peut-être pas un moment ou un cas nécessairement précis, mais une chose, comme je dis, je suis relativement fier, c'est de mon service, à la limite du département de chirurgie de Drummond. Okay. Je reviens à l'historique, on est parti de rien, là, comme d'un hôpital quasi sous tutelle. Ou sur les dans une ville qui faisait la une du safari. Hein? Oui, exactement ça. Ou sur les, je sais pas, les 115 ou 120 hôpitaux, on était comme coté 150e. 150e. Puis quand, l'espace de 10 ans, à un moment donné, on est venu comme dans les 10 ou 20 meilleurs hôpitaux. Très fier parce que je suis arrivé de là, de rien. Puis, tu sais, quand tu es arrivé, tu as vu, Jean-Pierre, tu sais, la thoracique, quand même, je pense qu'on la faisait super bien. Je ne veux pas revenir, mais justement, dans le débat, nous, on a montré nos chiffres, puis en termes de morbidité, mortalité, puis outcome, on rejoint ce qu'ils faisaient dans la littérature, alors que d'autres centres n'ont jamais voulu montrer leurs chiffres parce que les autres étaient déjà désignés. Tu sais, le pacemaker, on a monté, effectivement... On faisait les pacemakers, donc j'ai de la thoracique, l'endocrino aussi pour ce qui est, entre autres, le volet thyroïde et puis surrénal. Donc l'endocrino, la thoracique, pacemaker, le RCP chez nous. C'est vrai. Le Dr Muller s'est investi en RCP. Aujourd'hui, on a une belle relève avec le Dr Albert. Puis la bariatrique, entre autres, je dirais peut-être ces 5 segments-là. Tout le volet laparoscopique aussi, où ce qu'on a développé beaucoup. On s'est appuyé, d'ailleurs, quand tu es arrivé ici, on s'est appuyé beaucoup, on s'assistait pour développer la chirurgie laparoscopique. Je pense qu'on était quand même dans les premiers milieux à essayer de développer ça. On était dans les premiers milieux, je me souviens, Jean-Pierre, d'avoir des centres, nos salles intégrées en laparoscopique. On était, je pense, très innovants, puis en peu de temps, je pense qu'on
on a mis, entre autres, je pense, du service et du département. Quand je suis arrivé, Jean-Pierre, il n'y avait même pas d'orthopédie chez nous. Là. On était noyés. J'avais 25 à 30 consultations par week-end. Là-dessus, je n'avais peut-être 20-22. C'était juste sur des fractures. Là. Écoute, à un moment donné... Dans les années 90. Ouais, c'est incroyable. Ça marche pas, là, non, c'est ça. À un moment donné, des consultations pour des hémarthroses du genou. Un peu, là. Moi, je me dis, oui, je suis disponible si à un moment donné, le membre est... En perdition. Il est en perdition, puis je vais peut-être la renligner, mais en dehors de ça, ça s'arrêtait là. Mais on avait tout. Fait que on a construit aujourd'hui, je pense, un bon service d'orthopédie aussi avec 5. On est rendu 5. L'anesthésie aussi, c'était comme... Il y avait un anesthésiste et demi chez nous. Fait que là aussi, aujourd'hui, on est rendu 5. Je dis pas que j'en suis le seul, là, très fier, parce que je pense, entre autres, un de mes collègues, Dr. Miller, là, aussi, là, c'est une bonne locomotive. Puis aujourd'hui, j'en suis très fier, je pense, de mon départ, de léguer, je pense, quelque chose de solide au terme du service. Bien qu'avec les nouvelles, comme je dis, les nouvelles conjonctures, les fameux CIUS, là, je pense que malheureusement, on a décentralisé ces décisions-là. Puis peut-être tantôt. En fait, centralisé, en fait. Hein? On a centralisé plus, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Tantôt pour le bien, mais tantôt pour, je ne suis pas sûr. Maintenant, on est rendu qu'il n'y a plus de service d'urologie chez nous, là, parce que ça, c'est ma plus grande, un peu, une grande tristesse, là, parce que les gens ont voulu centraliser l'uro, puis l'uro ne veut pas venir se déplacer, en voulant dire, bien, parfait, on va monter à 7 puis 9 maintenant. Mais à Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Puis, qu'est-ce que vous faites si vous avez besoin d'une consultation en urologie en urgence? On est avec notre petit bonheur. Fait que, on va bisouner, on va monter notre c'est le cas de le dire. Puis on va faire nos quelques points. Je cherche, puis on va fermer notre vessie. Puis ou sinon, les cas les plus... On essaie de prévoir. Si les cas les plus à risque, on va transférer. C'est comme ça, mais oui. Ça fait une petite faiblesse. Mais c'est ça, il y a des petites choses comme ça que malheureusement, la perte de la chirurgie thoracique, on s'est battu, je pense qu'on avait un bon dossier, on est montré même jusqu'au Salon Bleu. Là, bleu, ouais. Mais bref, on est monté le dossier jusque-là. C'est quand même cool de voir à un moment donné, quand même un député de ta région qui se lève. Pour défendre ce dossier-là? Oui, pour défendre ce dossier-là. On a travaillé fort. Ouais, C'était qui à l'époque? Je pense encore c'est Schneeberger. OK. Au sein de la CAQ, là. Actuellement, votre député, c'est Martin Champoux. Mais du Bloc? Oui, du Bloc. Au fédéral? Au fédéral. OK, votre député provincial. Nous, curieusement, Drummond est divisé en deux. Schneeberger, la montagne. Là. OK. La montagne à l'agriculture. Pour la CAQ? Il n'y a pas de titre. OK. Mais tu sais, la ville, les dignitaires de la ville, on a quand même monté un solide dossier. Je pense que c'était réglé à... On avait mis une carte sur table, mais la décision... C'était déjà pris, je pense. L'équipe du docteur Latreille a décidé que... Écoute, c'était correct. Là. Oui, c'est quand même... Je ne reviendrai pas. Mais les pacemakers, encore là, on se bat pour les garder? Pour les garder, parce que avec le service ou le département de service de cardiologie à Trois-Rivières... Il me semble les pacemakers, c'est presque un service de proximité, ça. On a l'impression que les gens, il paraît que ça demande comme des trucs transtympaniques. Mais bref, on essaye de se battre encore pour conserver certains acquis. On prend une petite pause. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO
sante.ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Richard, tu es porteur de la fibrose kystique du pancréas. Exactement. Porteur ou atteint ou Atteint. atteint. Et c'est quoi la fibrose kystique du pancréas? C'est une maladie génétique qui t'amène, qui atteint ce qu'on appelle, je résumerais par des canaux à sodium. OK. Et ce qui permet, de maintenir l'intégrité de plusieurs organes. Donc, les deux principaux, je dirais, c'est poumon et le pancréas. Le fait qu'effectivement, il y a une dysfonction, si on veut, de ces... Mais il y en a qui n'en ont pas. Ils n'en ont pas, carrément pas. Moi, dans mon cas, en lien avec le profil génétique, c'est plus une dysfonction dans le nombre et dans la fonction, surtout. De ces pompes à sodium-là? Oui, exactement ça. Et ce qui fait qu'entre autres, comme au niveau du poumon, on appelle l'espèce de surfactant, qui est une espèce de produit... je dirais un petit peu de liquide qui protège, si on veut l'intégrité du parenchyme, du tissu du poumon. Et le fait qu'on n'a pas ça, entre autres au niveau pulmonaire, ça donne comme des sécrétions beaucoup plus épaisses, beaucoup moins fluides, liquides, qui fait que, ça lubrifie, ça entretient, ça conserve la qualité du parenchyme, la fonction du parenchyme. Et puis, ces sécrétions-là, fait que ça s'accumule. Et puis, c'est une source éventuellement pour la surinfection, la prolifération des bactéries. Puis, ça entretient, à un moment donné, ça crée un peu d'infection. Quand tu dis infection, tu dis inflammation au niveau du poumon. Puis, cette inflammation-là, infection, fait que tu détruis tranquillement, pas vite, la qualité ou le tissu du poumon. Et c'est un peu sur le même principe aussi au niveau du pancréas. OK. Mais toi, tu n'as pas d'atteinte pancréatique? Non, en lien avec mon profil génétique, effectivement, j'ai pas d'atteinte du pancréas. OK. Donc, j'ai surtout une atteinte au niveau pulmonaire. Puis là, actuellement, à ma connaissance, tu prends un nouveau médicament qui est ça, presque miraculeux? Ou ça a été un game changer. Oui. Alors, initialement, il est apparu une monothérapie chez les enfants, ensuite de ça, une bithérapie. Donc, moi, j'ai pu faire, de par mon profil génétique, étant hétérozygote, entre autres, j'ai pu... Juste expliquer pour les auditeurs, hétérozygote. En fait, c'est parce que il y a de multiples gènes. Okay. Hétérozygote, je dirais, c'est parce que t'as pas le même... La même délétion ou la même anomalie génétique. Qui vient du père et de la mère. OK. Alors, j'ai comme une disparité, mais une disparité au niveau, effectivement, soit de la délétion ou de l'expression du gène. Okay. C'est pas nécessairement le même gène qui vient des deux parents. C'est deux gènes différents, mais la résultante, quand même, fait que tu es atteint, tu as la maladie, mais avec une moins grande sévérité. OK. Et j'ai pu bénéficier par ce profil-là, avec ce médicament-là, entre autres parce qu'effectivement, je conserve certains canaux, mais je n'ai pas tous les canaux nécessaires. Puis les canaux que j'ai sont comme dysfonctionnels pour éventuellement faire l'échange de l'ion, le fameux sel, pour conserver l'intégrité là, de tes sécrétions, tes liquides, tes fluides là, normaux, biologiques. Là. Et le médicament que tu prends va venir agir sur ça, effectivement, on appelle ça un potentiel. En fait, c'est un correcteur et un potentialisateur, si on veut, de ces canaux-là. Okay. Donc, ça va essayer d'augmenter le nombre de canaux, puis et de les rendre plus fonctionnels, plus productifs. Okay. Et ça a été un game changer parce qu'éventuellement, ce que ça fait, tu produis beaucoup moins de sécrétions. Les sécrétions sont beaucoup plus normales, entre guillemets, plus fluides. Ouais. Et donc, ce qui fait que tu as beaucoup moins d'épisodes de surinfection. En ayant beaucoup moins d'épisodes de surinfection, puis en améliorant la qualité de tes liquides biologiques comme ça, tu améliores la conservation de l'intégrité ou de ton poumon, puis moins de surinfection, moins d'inflammation, moins de destruction. Donc, on est capable, tranquillement pas vite, de stabiliser, si on veut,
ta fonction. Parce qu'en arrêtant l'inflammation, j'imagine que tu regagnes une certaine fonction. On peut regagner une certaine fonction. Okay. Mais c'est comme d'autres choses. Le poumon a de la difficulté à se régénérer. C'est pas comme le foie. Non, c'est ça. Malheureusement, ce que tu as perdu, oui, tu peux effectivement récupérer. Moi, j'ai récupéré à peu près une dizaine de pourcentages. Mais comme je dis, une dizaine de pourcents, c'est quand tu pars, mettons, présentement, je patauge, je dirais, autour de 40, là, pour dire quelque chose. Mais quand tu étais à 30, là, pour dire quelque chose, une bonne même si tu gagnes 10 ça veut dire que tu gagnes quasiment 25 ouais, c'est exactement. Et je vous dirais que ça change vraiment la dynamique, comme on dit, sur le terrain des vaches au quotidien. Là. C'est spectaculaire. Là, ça te redonne une certaine qualité, vraiment une qualité de vie. Là. Dans le sens que souvent, moi, c'est la tolérance un petit peu à l'effort. Des fois, le moindre effort t'amenait effectivement à tousser, à avoir des sécrétions, donc à cracher, là, à expectorer, à cracher. C'est ça. Puis, dans les dernières années, tu avais 2 à 3 infections par année. C'est pas des infections faciles que tu prends une petite pénicilline puis c'est réglé. C'est souvent des doubles et triples thérapies, intraveineux. Avoir un cathéter, ça t'amène à avoir un cathéter dans une veine dans le bras, là, le fameux PICC line, peut-être que les gens ont entendu parler. Et des doubles et triples antibiotiques pendant, c'est des 20 jours, là, ce qu'ils appellent le fameux Ativade, là, des antibiotiques intraveineux à domicile, ouais. Fait que c'est des contraintes, là. Comme je dis aux gens, là, 3 antibiotiques, là, ça veut dire que des fois, aux 2 heures, il faut parce qu'il y en a un qui est aux 6 heures, l'autre est aux 8 heures, l'autre est 2 fois par jour. À un moment donné, comme je dis, c'est rendu que j'avais mon frigidaire à côté de mon lit, là. Puis des fois, je disais au docteur, savez-vous qu'avec ça, là, ce régime-là, je dors à peu près 1 à 2 heures le matin, 1 à 2 heures l'après-midi, puis des fois peut-être 1 à 2 heures la nuit. Parce que parfois, c'est une perfusion sur 1 heure, mettons. Oui, puis parce que des fois, tu as de la vancomycine, puis là, il faut doser, là, les concentrations dans le sang, puis en fonction de ta fonction rénale. Donc, des fois, c'est aux 12 heures, là, t'as rendu aux 16 heures. Oui, mais là, aux 16 heures, c'est parce qu'il faut que je me donne une petite dose à 2 heures du matin. Puis l'autre, il faut que tu reprennes. L'autre, il faut que tu le reprennes à 7-8 heures le matin. C'est comme... Puis là, tu te lèves, là, irrigue, et là, branche. Puis là, c'est des petits biberons. Les petits biberons durent 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Là, tu ne veux pas t'endormir, coucher sur... Passer tout droit. Passer tout droit. Bref, non, ça a été une mauvaise période. Mais avec la venue de cette médication-là, vraiment, ça l'a changé. Parce qu'avant cette médication quasi miraculeuse, l'essentiel du traitement préventif était basé sur les antibiotiques ou sur une toilette pulmonaire? Et donc, c'était quasiment 1 heure, 1 heure et demie, matin et soir. Là. C'est-à-dire que faut que tu te lèves, ensuite de ça, là, tu donnes une médication pour faire dilater tes bronches pour que la médication agisse localement. Au maximum. Ensuite de ça, il y a un médicament qui s'appelle le pulmosym, qui est genre des enzymes justement pour essayer de liquéfier, rendre tes sécrétions beaucoup plus fluides, là, plus liquides, pour permettre que ça détache. Ensuite de ça, il y avait des exercices respiratoires à faire. Il y a différents appareils, ou le fameux clapping, là, où tu te tapotes, si on veut, la cage thoracique, le thorax, de dos, de face, de côté, pour essayer... Puis il y a des exercices qui appellent comme le huffing. Il y a des petits appareils comme le flutter, pour dire quelque chose, qui permet effectivement Puis j'ai essayé toutes sortes de gadgets qui coûtaient très cher. Il y a des vestes aussi que tu peux te mettre qui vibrent. Mais ça donnait plus ou moins... Mais c'était à coup de... Ils te vendaient ça à la télé avec 12 couteaux. Non, c'était comme... Tu avais ça dans les produits d'inhalothérapie, là, surtout. Okay. Où ce que tu produisais, tout ce que tu pouvais te procurer, ces appareils-là, mais ça donnait des réponses mitigées. Comme je dis, moi, la meilleure chose, mets-moi dehors, fais-moi bouger, fais-moi courir, fais-moi faire. Là, ensuite de ça, tu avais là, une quinte de tout puis une décharge de sécrétion, mais ça marchait. Ça marchait. Fait qu'initialement, tu avais le pulmosym, puis ensuite, là, tu embarquais avec effectivement des antibiotiques en prophylaxie par inhalation. Fait que j'ai connu 2-3 heures de ces médicaments-là. Mais encore aujourd'hui, on ne le sait plus trop parce qu'effectivement, ces médications-là, on ne sait plus trop la place du pulmosym, on ne sait plus la place là, au Quincer maintenant. Alors, on ne sait plus
on ne sait plus trop la place. Le bénéfice. Le bénéfice, mais là, il s'en vient des études, tranquillement, pas vite, pour voir justement qu'entre autres, il y a une étude pour le pulmosème, pour savoir vraiment, y a-t-il encore une place. Donc, des études de non-infériorité, dans le sens qu'avec ou sans, puis on vérifie différents paramètres, comme au niveau de la fonction, des surinfections, des hospitalisations, etc., etc. Es-tu sur des projets de recherche ou c'est Non, j'ai trop jamais, demandant pour toi? Ou... Non, j'ai jamais été... OK. J'ai jamais été, comme... J'étais ouvert, mais j'ai jamais été comme sollicité. OK. C'est une maladie qui est transmise de façon récessive. Oui. Donc, il faut que le père et la mère soient porteurs. Exactement. Okay. Est-ce qu'il y avait rétrospectivement dans la famille? Non. Il n'y en a pas? Non. Okay. Puis tu vois, on est 4 enfants, puis c'est le profil, dans le sens que c'est une chance sur 4. Une chance sur 4. Quel impact ça a eu sur ton travail? Parce que chirurgien, c'est quand même... Ça, c'est bien documenté que la fatigue et le surmenage, malheureusement, pouvaient entraîner des épisodes de surinfection. Comme n'importe quelle maladie. Mais tu sais, au début, comme souvent, tu avais juste le staff pour dire quelque chose, puis ça se traitait assez facilement, assez rapidement. Tu prenais une médication avec, ça pouvait être avec la rifampin, puis ça fonctionnait super bien. Là, tu traitais, puis au bout d'une semaine, 10 jours, comme quelqu'un, tu faisais ça 2-3 fois. Même des fois, quand je suis en période de surinfection, je continuais mon travail. J'ai toujours, je mordais dans la vie, il n'y a pas de problème. Non, mais ensuite de ça, quand il arrive à un moment donné d'autres types de colonisation, là, ça fait comme, tu prends plus juste ta petite pilule. Là, Et s'est ajouté aussi le phénomène, tu avais d'hémoptysie, tu pouvais... Ça, c'est des crachats de sang. Des crachats de sang, exactement. Que de façon, à un moment donné, spontanée, tu fais une clinique, là, tu sens ça râler, là, tu sens comme des sécrétions qui montent, puis là, tu allais dire, écoutez, il faut que je m'absente de la toilette. Puis là, à un moment donné, spontanément, comme ça, un quart de tasse de sang, là, ça faisait comme « Oh! » Et ces épisodes-là survenaient de plus en plus fréquents. Puis quand ça survient, même si il me semble que tu dis, rien de plus, je me sens bien, je ne fais pas de fièvre, mais c'est souvent associé avec, justement, une surinfection. Plus d'inflammation. Plus d'inflammation, exactement. Fait que là, tu appelais les gens de ma clinique, puis on se remettait sur le diabète. Mais tu sais, je pouvais sentir bien. Je me souviens des fois, je t'appelais... écoute, c'est prêt au bloc, tu montes au vestiaire, puis à un moment donné, des fois, le temps de se changer, puis tu dis, hop, curieusement, ça arrivait tout le temps, souvent en fin de journée, puis là, à un moment donné, là, tu disais, un peu, puis là, hey, on t'attend au bloc, mais je suis en train de vider ma tasse de sang. Je suis en train de vider la tasse de sang, exactement. Ça va pas long, je vais arriver. Fait que, il y avait toujours un peu cette épée. Cette crainte-là aussi, un peu. Oui, exactement. Même quand on voyageait à l'extérieur, ça devenait comme une crainte, parce que c'est arrivé à une ou deux reprises. Je me souviens, j'étais en Corse, puis à un moment donné, floup, ça paraît. Je me souviens, j'étais à New York avec les enfants, on traversait le pont, puis à un moment donné, fait que tu dis, ouais, là, faut... on retourne à l'hôtel, puis faut que je me calme, parce que c'est pas toujours chic. Faut toujours, tu gères, traîner un mouchoir ou quelque chose comme ça, non? Le sport, les loisirs? Moi, j'adorais ça, mais les gars, au hockey, tu jouais un petit peu au hockey, puis écoute, t'arrivais au banc, puis tu toussais, puis écoute, t'avais tout le temps 2-3 sécrétions, 2-3 petits crachats, mais en même temps, ça t'aidait avec ce que tu dis. Exactement ça. Moi, je pense que c'est ça qui, je pense, entre autres, qui m'a permis de quand même de conserver une certaine fonction, puis de minimiser, je pense, mes épisodes de surinfection comme ça, en étant capable de mobiliser ces sécrétions-là, parce que c'est ça qui est un territoire là, propice pour les bactéries qui se multiplient puis créent ensuite de ça l'infection. Là. Tu as parlé tout à l'heure des atteintes d'organes, donc poumon, pancréas, mais fonder une famille, c'est un autre enjeu? C'est un autre enjeu, parce qu'effectivement, ça attaque les canaux déférents, c'est-à-dire les canaux qui véhiculent les spermatozoïdes, de par, justement, comme disait,
le manque de ces petits canaux à sodium-là qu'on retrouve au sein, ça les fait carrément comme assécher, atrophier, là, c'est-à-dire qu'ils vont comme se fermer complètement. Là, Mm-hmm. Alors, il n'y a plus de passage des spermatozoïdes, donc tu es complètement stérile. Et puis, ça nous a amené à des enjeux, l'infertilité, à consulter à des centres. Par contre, moi, le testicule en produit. Alors, au sein du petit réservoir, l'épididyme, le réservoir de spermatozoïdes. Et à ce moment-là, ils font des ponctions, des aspirations de tes propres spermatozoïdes qui mettent sur un genre de plaquette, de plaque, puis qui congèlent, puis qui éventuellement qui décongèlent. Mais par ailleurs, il faut que j'aille à la fertilisation in vitro, c'est-à-dire que de façon artificielle, ils prélèvent les ovules chez ma conjointe, chez Isabelle. Ensuite de ça, avec mes spermatozoïdes, puis ils font, si on veut, je dis la copulation, mais la fertilisation. Exactement. Donc, on introduit, si on veut, le spermatozoïde dans l'ovule, puis genre d'incubation. Là, puis en termes de dépistage anténatal, là, pour s'assurer qu'Isabelle ne soit pas porteuse du gène, ça a lieu à quel moment? Ça, avant la fertilisation ou après? Avant, exactement. Ça s'est fait effectivement avant pour s'assurer que ça, c'est correct. Okay. La seule chose aussi, il y a des enjeux familiaux. Familiaux, parce que mes enfants, il faut qu'ils soient avisés ils sont porteurs par définition. Porteurs, exactement. Donc, ça est le jour. Puis, ça implique aussi, dans ma famille aussi, d'aviser dans le temps, comme je dis, là, j'avais une trentaine d'années. Fait que ça a amené aussi, ma sœur, elle avait j'ai 2 sœurs, un frère. Ma sœur, elle avait eu ses enfants, puis elle, la famille était terminée. J'avais une autre sœur, mais qui approchait plus, elle avait près de la quarantaine. Alors, elle, non plus, il n'y avait pas de projet de famille. Ensuite de ça, j'avais un frère, moi, dans le temps aussi, qui était à la mi-trentaine à peu près. Alors, de les aviser Et aussi, ma sœur a comme éventuellement 2 garçons aussi, de les aviser de cet enjeu potentiel-là, parce que c'est un gène qui peut être mieux de le savoir. Transmissible, puis effectivement de les savoir, puis fait de se faire vérifier, ou en tout cas, à tout le moins, de mentionner cette... parce que je m'en voudrais d'avoir caché ça, puis finalement... Parce que ça... Là, moi, c'est pas si mal, là, j'ai comme... Je pense que malgré tout, j'ai comme eu une belle qualité de vie, là, mais d'avoir un enfant encore plus... de très bas âge, avec une atteinte. Sévère. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle médication-là, comme je dis, ça change énormément là, les données. Là, parce que le Trikafta maintenant, là, maintenant on est rendu à une triple thérapie. De simple à double à triple, mais qui ont toujours sensiblement travailler au niveau, c'est le fun parce qu'on travaille beaucoup plus au niveau de la cause, de la source du problème. Fait que ça, c'est fort intéressant. Alors, maintenant, il a été approuvé, l'INES a approuvé. Je pense que le facteur majeur pour lequel ils ont approuvé, parce que les études ont démontré que maintenant, ça change l'espérance de vie. Mais oui, c'est sûr. Au-delà de la qualité de vie, ça change l'espérance de vie. Donc, l'INES a fait les recommandations. Il faut dire aussi que Fibrose Kystique Canada c'est très vendeur, parce que c'est une maladie pédiatrique. Puis vous savez comme moi que la pédiatrie, comme souvent la santé de la femme, ça a un gros poids, à la fois aussi un poids politique. Et puis Fibrose Kystique Canada, c'est un organisme incroyable, qui a des gros leviers, puis ont des impacts là, très... Et finalement, avec ces pressions-là, l'INES et autres, maintenant, même cette médication-là a été approuvée et même remboursée par le régime public. Okay. Mais c'est des coûts astronomiques. Là. Moi, c'est juste cette médication-là, je vous dirais, c'est autour de 325 à 340 000 $ par année. Incroyable. Que si pour la Sogémec, c'est beaucoup plus cher, je vous en remercie, chers membres. Vous participez grandement à ta qualité de vie. À ma qualité de vie. Je vous en ai très, très, très reconnaissant. Bien, on fera une mention. Dis-moi, Richard, avec la maladie que tu as, là, est-ce que au fil du temps, ça change la perception que tu as de la santé? La définition? De tout. Incroyable, Jean-Pierre. Okay.
je le dis, puis je le dis tout le temps. Des fois, je dis le trémolo avec les... mais quand je suis avec des gens, j'ai un bon moment. J'en suis tellement, tellement reconnaissant. Tu sais, je dis aux gens, merci, tu sais, de participer puis de faire en sorte d'embellir cette qualité de vie-là. J'en suis très, très, très reconnaissant parce que je vis sur du temps emprunté. Je sais que c'est une maladie, tu sais, qui est potentiellement mortelle. Là, tu sais. Fait que j'apprécie chaque moment. Je les savoure. Et comme je dis rarement non quand j'ai une invitation, quand il y a un événement, je dis rarement non parce que je remercie encore la vie de pouvoir en profiter puis d'en bénéficier. Ça change. Ça change aussi la perspective, Jean-Pierre. Je sais que, tu sais, d'avoir... Puis encore là, j'ai été chanceux, j'ai pas été hospitalisé tant que ça dans ma vie, mais toutes les contraintes d'avoir comme... Alors, quand j'ai un patient devant moi, là, j'ai toute cette dynamique-là pour essayer de faire en sorte de minimiser des hospitalisations, de le retourner à la maison. Dans son milieu, puis d'essayer de faire en sorte de faciliter effectivement ces contraintes-là. Vis-à-vis plus des, je dirais des fois des maladies, certaines pathologies chroniques, pour dire quelque chose. Là. Je sais, j'ai toujours comme... Ça me revient toujours en tête, là, que je me mets... J'ai eu peut-être plus de facilité à me mettre dans la position du patient. Donc, effectivement, des fois, ça change mon approche puis, vis-à-vis le patient. Puis vis-à-vis mes proches, vis-à-vis ma famille. Là, puis mes amis, entre autres. Là, c'est comme... Mais c'est aussi... c'est ça que je trouve peut-être le plus... personnellement, là, d'accepter cette maladie-là, ses contraintes, ses résiliences, mais c'est surtout, c'est les ajustements. C'est là que des fois, on reconnaît les vrais des moins vrais. Je dirais peut-être pas des faux. Quand vient le temps, à un moment donné, d'avoir... Tu sais, quand les gens viennent te dire « Ah, Rick, je te comprends, il n'y a pas de problème. Si tu as besoin, regarde, fais-moi signe, je vais être là. » Mais quand tu n'as pas trop de contraintes, quand la vie va bien, mais quand il arrive à un moment donné, dire « Hey, j'ai besoin d'aide. » c'est là qu'effectivement, tu vois un peu plus... parce que les besoins d'aide, ça veut dire aux gens de ton entourage, que ce soit personnel, je dis même personnel, des fois c'est peut-être même plus difficile au niveau personnel que professionnel, dire ben j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que vous puissiez m'épauler, j'ai besoin qu'on ajuste certaines choses, puis ça peut vous amener aussi des contraintes et des sacrifices. Des fois, c'est là qu'on voit où ce que les gens... Test. Oui, c'est... Puis comme je dis, mais c'est parce que ne serait-ce qu'au niveau, tu sais, des fois personnel, tu as ton entourage, on avait des activités, que ce soit de la rando, vélo de montagne, le ski et autres. T'sais. Aujourd'hui, ben, avec la nouvelle médication, je peux quand même en faire pas mal, mais il faut comme s'ajuster. Si vous voulez faire une rando, tu sais, faire la rando, là, je pense, comme je dis, je sais pas, l'Acropole des Draveurs. Exactement. Écoutez, oubliez ça, là, mais je peux en faire d'autres. Est-ce que... Puis c'est sûr que ça change. Là. Moi, l'aspect compétitif, là, moi, oublie ça. Là, c'est comme... Puis j'ai rien à en soutirer de ça. Là, mais si vous voulez faire un 5, un 7 km avec un certain degré de difficulté, bien aujourd'hui, je peux le faire, mais je ne le ferai pas en 1 heure, 1 heure et quart. Mais on peut le faire en 2 heures, 2 heures et demie, avec des pauses, une collation, on s'assoit, on regarde la nature, on jase, on rigole. Puis la première nouvelle qu'on sait, je vais le faire, puis je pense qu'on peut le faire différemment, mais avec autant de plaisir et autant de bonheur à le faire. Mais la première nouvelle que tu sais, ben, tu es de moins en moins invité pour faire des sorties en vélo de montagne, tu es de moins en moins invité pour faire tel et tel type d'activité. Fait que, tu sais, c'est comme... Mais j'ai encore, tu vois, c'est là que ça sélectionne. J'ai des bons amis... j'ai entre autres un bon ami là, qui effectivement avec qui on fait beaucoup de plein air. Puis même c'est va être lui qui, à un moment donné, qui va me ralentir. Puis j'ai des amis, ceux à qui on a conservé, qui se sont moins éliminés par les événements. Ils le savent des fois, mais à l'inverse aussi, je veux pas que les gens se privent ou se restreignent. Allez-y à votre rythme. Moi, je vais aller à votre rythme. Au pire, faites pas 10 km. Moi, à un moment donné, je ferai ce que j'ai à faire. Je reviendrai, puis vous me rattrapez. Mais tu vois, il y a des amis qui vont rester, puis ils vont dire, là, ils me voient qu'à un moment donné, là, je vais venir souffler, je vais tousser. Ils vont dire, hey, il n'y a pas de course ici, mon Richard, on arrête,
on ralentit, on placote. Puis eux autres aussi, ils s'ajustent à l'objectif. Tu sais, il y en a quand il faut atteindre le X mètres ou tel endroit, telle observation. Ben, on s'ajuste, mais au moins je suis dehors, je suis avec mes gens. Mais oui, ça demande un peu de résilience et d'ajustement. Tout comme sur le plan, des fois aussi professionnel, ou que mon rythme de travail, il faut s'ajuster. Mon rythme de garde, il faut s'ajuster. Là, même, des fois, j'ai goûté à mon équipe médicale, me considère encore un peu fou de à la limite, travailler pour dire quelque chose. Mais j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça hyper motivant. C'est une des raisons aussi, la chirurgie, je trouve ça très, très, très motivant. Ne serait-ce que, tu sais, comme je dis, l'appendicite, il est souffrant, tu l'opères, le patient, il est bien, il est heureux, reconnaissant. La chirurgie bariatrique est probablement une chirurgie des plus reconnaissantes où on change la vie. Fait que c'est très motivant. Mais des fois, ça demande des ajustements. Puis là, des fois, ben ça grince un peu des dents. D'où, comme je dis, quand les gens disent « Ah, il n'y a pas de problème, Richard, viens nous voir si tu as besoin d'aide. » Puis quand tu dis « Ben là, j'ai besoin d'aide, j'appelle à l'aide. » Qui demande certains ajustements. Pour certains, des fois, c'est plus difficile. C'est un petit test. Oui, c'est ça. Richard, on approche de la fin. Section baguette magique. Réponse courte. Si tu pouvais changer une chose dans le système de santé. Beaucoup. Certaines choses. Mais il y a une peut-être chose deux, trois. Les gens vont peut-être me trouver dur. Moi, c'est au niveau des gestions. Là, ça, c'est clair. Dans la gestion. À large, moi, je pense que c'est les gestionnaires des décisions étaient prises, centrées sur le patient, plus que sur leur curriculum vitae, pour dire que c'est des bons élèves, en prévision d'acquérir des postes supérieurs. Là. Regardez, j'ai été un bon élève, j'ai appliqué toutes les nouvelles, versus prendre des décisions qui peuvent peut-être déranger, bousculer, mais centrées sur... Je pense que ça serait... L'autre chose qui m'irrite un peu, qui me fatigue, mais c'est le fameux... J'aurais dit peut-être le mode de rémunération en médecine, le sacro-saint principe qu'à toute fois qu'il faut faire bouger et changer les choses sur le plan médical, il faut toujours accompagner ça d'une petite enveloppe. Ça, je trouve ça des fois un peu irritant, là, que ce soit tant en première ligne qu'en spécialité. Là. Ça, je trouve ça un petit peu agaçant de dire même pourquoi il faut toujours accompagner une enveloppe pour, à un moment donné, changer nos façons de faire. Ça, c'est peut-être ça. Là, donc, deux choses. Si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde... Là aussi, c'est une réflexion. Moi, je vais te donner peut-être une petite anecdote qui résume. Mais c'est rencontrer des gens qui ont des parcours... J'ai peut-être pas une personne en tête. Ce que je trouve fort intéressant, c'est de rencontrer des gens qui ont des parcours un petit peu différents du nôtre. Ouais. Je donne une anecdote que je trouve fascinante, puis moi, je pourrais passer des heures avec ces gens-là. Je pense durant la pandémie, justement, avec un couple d'amis, un petit voyage classique Côte-Nord. On part, on loue des VR. Moi, j'avais jamais essayé ça. On part des VR sur la Côte-Nord. On arrête sur une petite place qui s'appelle comme Rivière-au-Tonnerre. Puis là, il y avait une belle église, tout en bois, petite latte de bois. Je trouvais ça chic, charmant. Puis là, il y avait... Moi, j'ouvre la porte, je suis accueilli par deux dames. Puis là, ils se partent à jaser parce que c'est comme leur grand-père ou arrière-grand-père qui était l'architecte de ça. Puis ils placotent, puis ils font toute la tournée. Mais moi, ce qui me fascine, c'est à Rivière-au-Tonnerre, là, tu regardes ça, c'est une couple de 100 personnes. Là, tu rentres, c'est vraiment, Jean-Pierre, un magasin général. Un magasin général, là, où c'est drôle parce qu'il y a un comptoir... Il y a un comptoir de nourriture, là. Il est comme bouché, puis tu peux te procurer certains aliments de base d'une épicerie d'indépendants, mais tu as de l'huile à moteur, tu as du linge et autres. Puis entre autres, elle me dit le mardi, il y a un rôtisseur qui vient ici, le mardi, le poulet rôti, là, c'est comme, il est meilleur qu'au Saint-Hubert. Puis là, tu dis, wow, c'est la réalité ensuite de ça. Là, tu as une école primaire, il y a 3 étudiants. 3 étudiants, c'est comme une école des rangs. Ensuite de ça, les enjeux de santé. Moi, je pourrais... jaser, là. Mais je trouve ça intéressant. Qui tu veux rencontrer là-dedans? Ben, la propriétaire de la boutique? Peut-être, mais ces gens-là qui vivent... Et d'ailleurs, j'adore les voyages. Quand je voyage, moi, j'aime ça. Je m'organise toujours pour qu'il y ait un volet rencontre avec des gens, pour comment ils vivent cette réalité-là. Moi, c'est un peu ça. Les gens qui ont des parcours un peu... mais tu sais, sincèrement, j'ai pas un idole là, en particulier. C'est... le pape ou autre chante. Non, c'est comme... Le pape, c'est moins bon de ce temps-ci. Oui, c'est ça. Est-ce que tu supportes une fondation? Je
je pense que j'en ai parlé, je supporte beaucoup un organisme qui s'appelle Fibrose Kystique Canada. Excellent. Qui est un organisme extraordinaire. Je pense qu'il redonne à différentes structures plusieurs volets. Là. Ils travaillent beaucoup. Ils vont travailler au dépistage anténatal, ils travaillent beaucoup en recherche. Ils travaillent à accompagner les gens. Là, c'est un problème X. Tu leur fais part de leur dynamique. Même à un moment donné, je leur ai fait part, effectivement, entre autres, l'accès à l'invalidité pour dire quelque chose. Ils vont donner peut-être, ne serait-ce qu'une écoute, un support. Ils vont donner des conseils. Tu vois, ils ont travaillé beaucoup pour ce qui est l'accès au Trikafta, comme je disais, là, pour qu'effectivement, ça soit remboursé. Ils ont fait énormément. Puis ça s'est fait vite. Là, le Trikafta est apparu, Europe et États-Unis, mais je dirais, en dedans de 5 ans, moi, je suis relativement court pour que cette médication-là, finalement, que tout le monde, tous les Canadiens, puissent y avoir accès et que c'est remboursé par les différents régimes d'assurance. Oui, fait que c'est un organisme Fibrose Kystique Canada. Oui, très proactif. Il y a un excellent site avec, comme je dis, là, avec différents renseignements que tu peux obtenir. Donc, je suis un peu biaisé, mais dans le sens que... fait que des fois, j'ai moins tendance à de temps en temps, nos fondations d'hôpital, mais des fois, il y a des sources d'irritation que tu dis, coudonc. Mais non, beaucoup à cet organisme-là, que j'y crois, mais puis en plus de ça, j'en bénéficie, entre guillemets. Là. Une dernière pensée avant qu'on débute notre congrès. La dernière pensée, justement, on jasait avec les enfants. La dernière pensée, je pense qu'il faut s'impliquer dans la vie. Tu sais, quand les gens, à un moment donné, tu sais, les enfants, on avait soit une sortie, quelque chose. Ça, c'est plate, Je dis aux gens, non, c'est à toi de rendre ça intéressant puis de rendre ça le fun en t'impliquant. Tu sais. Quitte à modifier, les règles du jeu, mais implique-toi, intéresse-toi, puis tu vas voir que tu peux rendre quelque chose de simple et banal, quelque chose de fort intéressant. Fait que c'est un peu ça, dans le sens que si tu n'aimes pas les enjeux, inscris-toi, implique-toi, vas-y dans cette organisation-là, vas-y dans ce conseil-là, etc. Mais je dirais effectivement, souvent le petit conseil que je dis beaucoup à mes enfants, c'est genre, impliquez-vous, puis faites en sorte que ça soit le fun. Je regarde comme mon métier, je m'implique, je pense que, tu as vu, je pense que tu es passé à Drummond, avec les gens, on fait en sorte que ça puisse être le fun, on collabore, on s'implique, et ce qui fait qu'à un moment donné, écoute, ta journée de chirurgie mineure, que tu dis, c'est pas très, il me semble que c'est pas là qui est le plus excitant, ça peut être le fun, puis on peut avoir du plaisir, puis finalement, en bout de ligne, tu as fini ta demi-journée, ta journée, puis écoute, tout le monde est content, tout le monde est heureux, puis que je dirais effectivement, s'impliquer. C'est bon. Hey, merci Richard. Hey, ça fait plaisir. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye.